Bonjour et bienvenue au Divalto Talk, votre rendez-vous mensuel parlant de technologie, d'innovation et de marketing. Aujourd'hui, on va s'attarder sur de l'intelligence artificielle et de l'industrie. J'ai la chance d'avoir David Pillet, fondateur et CEO de Elistat. Bonjour David. Bonjour. David, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors David Pillet, je suis le CEO et fondateur d'Elistat, comme tu viens de le dire. Et donc nous, en fait, on travaille vraiment dans tous les marchés industriels et on vise à améliorer la maîtrise des procédés via de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie pour essayer en fait d'automatiser tout le processus de réglage et d'automatisation des procédés. Avant d'aller plus loin, la première question, ça va être, est-ce que tu peux nous définir l'intelligence artificielle et l'algorithmie, comme tu en as parlé, donc justement pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases et avancer. Voilà, ça c'est important parce que souvent les gens, quand on parle d'intelligence artificielle, ils se disent en fait c'est un cerveau qu'on va mettre dans une machine et qui va être capable de raisonner. C'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook disait que si on faisait un ordinateur qui était aussi intelligent qu'un rat, ce serait fantastique. Donc on n'est absolument pas à ce niveau d'intelligence. C'est-à-dire que les rats, les souris sont nettement plus intelligents que nos ordinateurs. Par contre, ce qu'est l'intelligence artificielle, là où elle est forte, c'est qu'elle arrive à prédire des choses. Donc l'intelligence artificielle est un programme qui va être de prédire des choses et des choses très complexes. Comme on l'a vu par exemple, on est capable de voir une tumeur sur des images. On est capable de piloter des machines, de piloter des voitures grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est capable de faire des choses très complexes, mais ça ne reste que être capable de prédire, être capable d'analyser une image ou être capable de dire si je continue avec ces paramètres-là, voilà ce qui va se passer dans tant de minutes, tant de temps, et voilà ce qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de machine learning, de deep learning. Alors, je vais essayer de donner les bons termes, mais est-ce que toi, tu pourrais justement nous les définir et nous expliquer la différence entre chaque terme? Voilà, alors pour l'intelligence artificielle, pour être capable de prédire, du coup on a besoin d'outils. Le machine learning, le deep learning et d'autres outils sont justement ces outils qui vont nous permettre de prédire. Donc en fait les plus simples sont des outils qui font partie de l'intelligence artificielle, qui sont des outils de régression linéaire. C'est très basique, on essaye de tracer une fonction comme on a fait en troisième et on utilise cette fonction pour être capable de prédire. C'est très basique, mais déjà juste ça permet de faire des choses intéressantes. Après, évidemment, on n'est pas capable de faire des choses très très compliquées avec des régressions linéaires, donc on a inventé des outils un petit peu plus compliqués. C'est là qu'arrive le machine learning. Donc là, grosso modo, il s'agit de fonctions dans lesquelles on va faire adapter les paramètres. Et en fait, l'ordinateur va automatiquement adapter ces paramètres pour que la fonction soit la plus prédictive possible. Donc voilà, ça c'est du machine learning. Et ensuite, on va arriver à du deep learning qui reste du machine learning. Ça fait partie du machine learning, ça reste la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir, on va dire, 5, 10, 100, 1000 paramètres, dans du deep learning, on va taper dans du 1 million, 10 millions, peut-être 100 millions de paramètres. Et donc là, il faut énormément de données pour pouvoir faire l'apprentissage. Néanmoins, avec autant de paramètres, on arrive à avoir des fonctions qui sont très compliquées. Et donc, si on les fait bien apprendre, elles sont très puissantes. Et c'est là où elles sont capables, typiquement, de conduire des voitures, d'analyser des images, d'analyser des vidéos. Et c'est grâce à la puissance de ces fonctions qu'on arrive à faire des choses très complexes. Néanmoins, ça reste que de la prédiction. Ça reste que de la prédiction. Aujourd'hui, si tu devais donner des exemples d'applicatifs, et tu es en plein dedans justement, d'intelligence artificielle sur de l'industrie, quels seraient les exemples types que tu pourrais donner? Alors là, l'exemple type que je pourrais donner, alors c'est l'exemple qui fait rêver tout le monde, grosso modo, qui est je suis dans l'industrie, je vais mettre toutes mes données dans un énorme tableau et je vais mettre un gros outil de machine learning en ayant des millions de données qui va me dire comment je dois manager mon usine. Grosso modo, ça c'est un peu l'exemple qu'on a envie et que je constate tous les jours. Bon, celui-là il marche pas. Ça c'est fait. Celui-là on n'y arrive pas et pourtant je vois tous les jours des gens qui disent mais en fait moi je vais collecter toutes mes données, je vais mettre un gros outil et puis il va me dire comment fonctionne mon process. Donc ça marche pas parce qu'en fait c'est trop global et c'est pas assez spécifique. Les outils de machine learning doivent rester spécifiques. Donc là où on commence à avoir des outils qui marchent bien, typiquement c'est dans la maintenance prédictive.
Okay. Où là, en fait, on a une machine, donc on reste très spécifique, avec un type de casse qui va nous coûter très cher si cette casse, elle arrive. Donc on a envie de faire la maintenance la plus tard possible parce que la maintenance va nous coûter cher. Et donc là, on est capable de mettre en place des outils qui vont analyser les données de production pour être capable de prédire est-ce qu'il va y avoir casse ou pas, et donc est-ce que je dois faire ma maintenance ou pas. Donc là typiquement ça c'est un exemple des process qui marchent de mieux en mieux. Ça fonctionne pas encore tout le temps, mais ça fonctionne dans certains cas, et je l'ai déjà vu fonctionner, ça c'est fantastique. Ça fonctionne aussi, donc nous c'est notre cas dans le pilotage des machines, c'est-à-dire qu'on a une machine et aujourd'hui grosso modo Roger 50 ans, il est là depuis 30 ans dans la boîte, parce que sinon il a commencé vraiment tôt. Le travail des enfants, c'est pas trop ça encore. Il travaille depuis très longtemps dans la boîte, du coup il connaît la machine par cœur et c'est le seul qui est capable de régler la machine. Aujourd'hui, on est capable de mettre des outils qui vont être capables de comprendre comment cette machine fonctionne et comment chaque bouton ou chaque paramètre de fonctionnement va modifier la machine, et du coup ce type d'algorithme, on est capable de le mettre pour être capable de piloter une machine spécifique. Donc voilà, aujourd'hui on est capable de mettre l'intelligence artificielle dans l'industrie avec vraiment ici 2 exemples de fonctionnement concret en atelier. Tu parlais en fait de prédictif, etc. J'ai eu la chance d'avoir Eric Longchamp sur un talk au mois de mars qui est spécialisé dans l'IoT. Et je vais faire le lien entre les deux parce que tu parlais beaucoup d'algorithmes et de prédictifs. Est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle fonctionne seule, donc juste avec un algorithme, ou est-ce que tu as besoin justement pour la collecte de données d'avoir des IoT qui soient directement intégrés sur les machines, ou ça peut être géré juste avec l'algorithme? Typiquement là c'est très divers. Pour moi, l'intelligence artificielle reste le domaine de l'algorithme. C'est ça qui va être. Mais évidemment, pour qu'elle marche et qu'elle fonctionne, on a besoin de data. Et c'est là où l'IoT est clé. Donc clairement, on en a souvent besoin pour pouvoir collecter des données, les mettre au bon endroit, se mettre le plus proche de la machine, parce qu'évidemment, plus on a des informations qui sont proches du process, mieux ce sera. Et donc là, l'IoT est très important. C'est pas un élément nécessaire, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir sans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machines dans lesquelles on arrive à les piloter sans avoir d'IoT. Néanmoins, c'est quand même un outil qu'on utilise très régulièrement. Donc je dirais pas que c'est un outil nécessaire, néanmoins c'est un outil très utile et dont on ne peut pas se passer en global. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les trends qui se passent sur les marchés, si on regarde l'industrie spécifiquement, qui est ton domaine d'activité, on parle beaucoup d'industrie du futur en France et industrie 4.0 sur le global européen et monde. On part aussi vers une industrie 5.0 qui couplerait un peu plus l'intelligence artificielle, la robotique qui vient de la 3e révolution industrielle, etc. Comment tu vois le futur, toi, avec l'intelligence artificielle dans l'industrie ? Alors clairement, c'est un des points clés qui va changer pas mal de choses au niveau industriel s'il est bien implémenté. Parler d'industrie 5.0, je pense qu'on n'est déjà pas encore à la 4.0. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui te parlent d'industrie 4.5.0 en te disant on va passer à la quatrième directement, on va aller à la 5e. Bon, j'attendrai quand même qu'on y arrive bien la 4e, qui est très très loin d'être réalisée. Et au contraire, c'est là où je pense que le machine learning, les algorithmes et le fait de globaliser en fait toutes les données vont vraiment changer la manière de gérer une industrie. En fait, qu'est-ce qu'on est en train d'amener aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies, les IoT, les algorithmes de machine learning? En fait, on est en train de faire communiquer tout un ensemble de process qui ne communiquaient pas avant ensemble. Maintenant, on est capable de prendre des logiciels, les faire communiquer, de prendre des IoT, de dire d'envoyer des données à plein d'endroits, et du coup d'avoir des gros serveurs qui vont analyser ces données et du coup qui vont être capables de piloter les machines. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un changement au niveau du management.
qui est en train de se faire, dans lequel le management se fait beaucoup avec des outils informatiques. On ne peut pas se passer d'un ERP, on ne peut pas se passer d'un MES, on ne peut pas se passer d'un CRM. Au niveau du management, maintenant, il y a vraiment des outils clés qui sont là en train de changer la manière dont on manage. Au niveau du process, ce n'est pas encore tout à fait le cas parce que au niveau du process, les opérations restent toujours quand même très manuelles. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer avec, comme je disais, la maintenance prédictive, des outils qui sont capables de piloter automatiquement des machines. Ça existe et c'est en train d'être implémenté. Par exemple, on a BrainTube qui fait des choses. On a nous ce qu'on fait avec Elistat. Et là, en fait, on change la manière physique de produire le process. C'est-à-dire que c'est plus Roger qui vient piloter la machine, mais c'est vraiment des algorithmes qui tournent en boucle et qui pilotent la machine et qui font qu'en fait le métier terrain est en train de changer. Oui, tu as une mutation en fait sur le métier, c'est ça? Il y a une mutation sur le métier, c'est-à-dire qu'on n'a plus le calepin dans la poche. Le calepin, ça, il est géré automatiquement. Par contre, on va s'assurer que tout le process global, dire est-ce que j'ai bien serré mes vis, est-ce que j'ai bien fixé ma pièce, ça, un algorithme, il ne sait toujours pas le faire. C'est-à-dire que tout n'est pas encore toujours une intervention manuelle au final pour pouvoir calibrer ta machine au final. Exactement. Okay. Et donc en fait, l'opération manuelle reste toujours d'actualité et donc ça on va pas l'enlever tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait ça coûte encore très cher d'automatiser tout ce qui est prise de pièces, etc. Donc on arrive tout à automatiser la partie logicielle mais pas la partie prise de pièces. Donc il y a encore pas mal de temps avec des opérateurs qui mettent les pièces, etc. Mais la partie gestion pure de la prod, à mon avis, va être vraiment automatisée. Si on rentre un peu plus dans le détail business, parce que là on parlait beaucoup de production, d'outils, et vraiment dans l'usine, aujourd'hui si on prend un peu plus de hauteur et on regarde vraiment niveau business, j'ai eu la chance de rencontrer Margot Baïs, que tu connais bien, de Captain, qui elle fait du visual data management, donc qui en fait affiche justement ses processus et ses procédés dans les usines. Si maintenant pour l'intelligence artificielle appliquée à l'industrialisation, tu devais donner des KPIs clés, vraiment des chiffres clés, un ROI clé, pour toi aujourd'hui, quels sont les gros avantages et les gros bénéfices de cette intelligence artificielle dans l'entreprise? Alors lié à l'industrialisation? Ouais, à l'industrie, vraiment au domaine industriel. Ah, à l'industrie. Alors moi je vais parler de ce que je connais, parce que j'ai pas de KPI global et j'ai pas on va dire d'études précises que je connais. Je vais parler typiquement de ce qu'on fait et de nous, ce qu'on arrive à obtenir. Typiquement en termes de réduction de rebut, on arrive à faire du 95% de réduction de rebut. C'est-à-dire vraiment à tuer l'ensemble des rebuts parce qu'on comprend comment fonctionne la machine, on la pilote beaucoup mieux que le ferait un cerveau humain. Alors une des raisons pour laquelle on le fait mieux, c'est que le cerveau humain a beaucoup de mal avec la variabilité. Typiquement, on le voit tous les jours avec les chiffres des sondages. Emmanuel Macron a fait plus 1%. C'est terrible, il a fait plus 1% ou moins 1%, sa cote est en chute libre. Non, moins 1%, c'est la variabilité du sondage. C'est peanuts, ça ne fait rien. Mais le cerveau humain a beaucoup de mal avec la variabilité. Et ça, c'est clé dans la gestion industrielle. Et du coup, des algorithmes savent mieux le faire. Et donc là, on arrive vraiment à tuer des taux de rebut, même en termes de TRS, c'est-à-dire de taux d'utilisation de la machine, on est à peu près entre du plus 6 et plus 8% d'utilisation. Donc c'est des choses qui ne sont pas du tout négligeables sur des TRS ou des taux de rebut. Donc ça, c'est vraiment des choses clés qu'on est capable d'obtenir. Et la maintenance prédictive, je ne connais pas exactement les chiffres qu'ils obtiennent. Tu as répondu déjà aux besoins, je dirais, on ne va pas supprimer la main de l'homme, mais en termes d'investissement financier, tu as dit par exemple que le fait de pouvoir mettre de la robotique pour changer des pièces ou serrer des vis, ça coûtait très très cher, mais une intelligence artificielle à implémenter dans une industrie, quel en serait le coût, un coût moyen, si tu devais donner un coût, versus un retour sur investissement? Parce qu'à un moment donné, je pense que l'industriel, c'est un patron d'entreprise, et aujourd'hui, s'il donne 1, il veut au minimum 2. Moi, je donne un chiffre, mais ça peut être moins. Aujourd'hui, là-dessus, sur ce genre de choses, c'est du logiciel. Les retours sur investissement doivent être inférieurs à 1 an. Grosso modo, souvent c'est un peu ce qui est demandé, entre autres parce que les gens n'y croient pas forcément et veulent vraiment juste que ça marche et ils le voient. Donc c'est vraiment l'ordre de grandeur que je donnerais, avoir un retour sur investissement très rapide. Mettre en place un gros algorithme qui fait tout, c'est trop compliqué.
Ça va coûter très cher et les retours sur investissement ne sont pas forcément là. Okay. D'ailleurs, typiquement, IBM ne s'engage jamais sur son retour sur investissement quand vous achetez Watson. Alors, il dit, ok, ça va vous coûter tant. Ouais. Par contre, voilà tout ce que vous allez potentiellement gagner, mais il ne s'engage pas là-dessus. Donc, les gros systèmes d'intelligence artificielle, je pense que là, il faut être très clair sur ce qu'on veut et très clair sur la problématique à résoudre. Si on reste sur des problématiques qui sont assez spécifiques, le retour sur investissement est assez facile à calculer. Parce qu'on est sur une ou deux machines, on sait combien elles nous coûtent, on sait combien on va être capable à peu près de gagner en termes de rebut ou en termes de TRG. Donc là, on sait capable de calculer le retour sur investissement. Et souvent, on est quand même sur des machines qu'on est capable de dupliquer, qu'on est capable de faire. Donc souvent, ça se compte quand même en plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros qu'on va gagner. Donc le retour à investissement, en fait, est plutôt rapide. Même si ce n'est pas des systèmes qui sont gratuits, évidemment, c'est jamais des… tu as une complexité derrière aussi d'implémentation. Il y a une grosse complexité, donc ça coûte quand même assez cher. Mais les gains derrière sont là. Et puis en plus, c'est des gains qui sont directs. Par exemple, quand on parle en taux de rebut ou en TRG, l'industriel lui voit directement sur ses résultats. Donc c'est des choses qui se voient tout de suite. Encore un point qui est intéressant, tu parlais tout à l'heure de la donnée. Je pense qu'aujourd'hui la donnée doit être au cœur en fait de l'algorithme, c'est ce que tu disais, parce que tu as besoin de cet entrepôt de données pour pouvoir gérer une base d'algorithmes et de pouvoir gérer justement ton intelligence artificielle. Aujourd'hui, si tu devais donner des conseils, comment tu ferais de la gestion de données? Basiquement un tableau Excel ou il te faudrait quelque chose de plus conséquent ou de plus cohérent? Alors non, typiquement, nous on travaille plus avec Excel. c'est un outil qu'on non plus. Non, justement, on essaye de bannir un peu tous ces outils qui sont en fait, c'est des outils qui sont très globaux, mais jamais très spécifiques aux besoins. Et alors on peut faire une feuille Excel à un instant donné, mais quand la feuille Excel devient un outil, à mon avis, il faut créer l'outil et il faut vraiment utiliser l'outil parce qu'il sera beaucoup plus pertinent. Donc non, j'utilise jamais ce type d'outils en termes de gestion de données et maintenant honnêtement c'est très facile. Il y a plein d'outils. Alors on peut mettre des bases SQL. Ça s'implémente mais en quelques minutes. Globalement, les algos d'intelligence artificielle peuvent s'intégrer sur n'importe quelle base de données, et, sur un database derrière ou un data warehouse et travailler directement avec ça. Oui, voilà. Et puis on peut se connecter avec aujourd'hui maintenant même se connecter avec plein de bases de données, c'est très facile. Et même mixer des technologies de bases de données, ça se fait aussi assez facilement. Pour moi, la donnée n'est plus une problématique. C'est plus un frein. Parce que obtenir un disque dur de 20 téraoctets, ça se fait. Et puis ça ne coûte pas extrêmement cher d'obtenir ce genre de choses. Donc non, la donnée est facile. David, peux-tu me donner 3 astuces pour implémenter une intelligence artificielle en industrie? Oui, alors la première, je l'ai un peu dit, mais je m'y répète, c'est vraiment savoir où on va. Être spécifique et se dire en fait quel est le problème que je vais résoudre avec l'intelligence artificielle. Si ce problème est spécifique, on aura énormément de chances de réussir et là on va le faire. Si mon problème c'est si c'est je veux résoudre le problème que j'ai jamais résolu depuis 20 ans et que c'est grosso modo global à ma boîte, ce qui, je le répète, arrive encore régulièrement et je le vois souvent, clairement on n'a aucune chance pour que ça arrive. Donc la première c'est être spécifique. Ensuite, bien choisir ses outils. C'est-à-dire qu'on entend énormément parler de deep learning. C'est un outil qui est fantastique, qui est vraiment très très puissant, mais il faut avoir des données qui sont extrêmement bien récoltées derrière et il faut être très clean sur ces données. Ce qui n'est pas encore le cas dans l'industrie. D'ailleurs, il y a énormément de boîtes qui fonctionnent dans la Silicon Valley qui sont là juste pour traiter des données et rendre la donnée propre pour qu'on puisse la mettre dans un algo d'intelligence artificielle. Donc, c'est à quel point c'est clé. Et donc,
être bien sûr du niveau de données qu'on a, du niveau de finesse des données qu'on a, de la pertinence des données, et ça va nous permettre de donner des outils. Grosso modo, si vous avez quelques milliers de données, ben là vous serez cantonné à de la régression linéaire. Okay. Si vous avez entre 1000 et 1 million de données, ben là on va pouvoir mettre des algos un petit peu plus simples, donc là ce sera typiquement du machine learning. Et si vous tapez au-dessus du million de données propres, parce que du million de données c'est facile, hein. Non mais du million de données c'est souvent facile, mais du million de données propres c'est très dur. Là on va commencer à pouvoir mettre le propre est très important. Là on va pouvoir changer d'outil et avoir du deep learning et faire d'autres choses. Donc vraiment tout autour de la donnée sur les astuces. Ah voilà, la donnée est clé. De toute façon, c'est la donnée qui crée l'algorithme. Donc c'est elle qui va nous dire est-ce que l'outil va être bon ou pas. Et ensuite, le dernier, c'est clé, c'est bien tester son modèle, savoir pourquoi on l'a et avoir un bon moyen de validation du modèle. Parce qu'une fois qu'on l'a créé, on se dit souvent ben, chouette, il fonctionne, mais en fait il fonctionne sur les données qu'on a créées. Donc être bien sûr qu'on valide bien son modèle et avoir un processus de création. Donc j'ai mes données, j'implémente mon outil, et j'implémente mon algo et puis ensuite je le valide. Et ensuite bien valider son algo. Merci David, merci beaucoup. Donc, on a vu que l'intelligence artificielle prenait une part de plus en plus importante dans l'industrie 4.0. David nous a donné des exemples aussi et des astuces. La donnée est importante, une donnée propre et surtout vraiment une donnée propre, on le redit encore une fois parce que c'est là où on va aller chercher le plus d'informations. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt, au revoir.